celui réussi par l'Auxerrois Lantier. Le plus bel arrêt, le gardien de but nantais Jean-Paul Bertrand Debanne arrête un pénalty. Bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Notre invité aujourd'hui, monsieur Jean Sadoul, président de la Ligue nationale de football, c'est-à-dire président des clubs professionnels. Alors, première question, président, est-ce que le football professionnel se porte bien? Est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine baisse des spectateurs depuis la saison dernière? Absolument pas. Tout le monde nous reproche d'avoir changé les dates des journées de championnat. En deuxième division, nous avons un succès exceptionnel. Nous avons 263 000 spectateurs de plus que l'année dernière à la même époque. Surtout grâce à Marseille. Hein. Non, c'est surtout parce qu'il y a en deuxième division 3 grands clubs, ou 4 même, qui font de grosses recettes. Marseille, Lyon, Le Havre, Tours, qui, s'ils étaient en première division, où est vraiment leur place, enlèveraient cette deuxième division un grand nombre de spectateurs. En ce qui concerne la première division, jusqu'à la 19e journée, nous étions en augmentation de 10 000 spectateurs sur l'année précédente. Et depuis la 21e journée, nous avons une diminution de 23 000. Ce qui n'est pas déterminant sur 2 millions de spectateurs, ce n'est pas déterminant pour nous permettre de choisir ou dire que notre choix a été mauvais. Donc malgré l'austérité, malgré la rigueur, le football professionnel français se porte bien puisque les spectateurs sont plus nombreux. À notre programme aujourd'hui, les 7 rencontres de championnat de Division 1 qui ont lieu hier soir. Un magazine sur l'INF Vichy, qui est un peu votre enfant, l'INF Vichy. Hein. C'est vrai, je suis fier. L'Institut national du football, qu'a réalisé Frédéric Jaillant. Les buts étrangers, bien sûr, avec Didier Roustan. Et surtout, le championnat d'Europe des nations avec le Pays de Galles et la Yougoslavie qui ont réussi le nul. Un but partout. Didier Roustan, Paris Saint-Germain, Laval au Parc des Princes. L'Europe, c'est du passé pour ces deux clubs, mais aussi peut-être l'avenir, pourquoi pas. Oui, enfin ça n'a pas été un grand match, il faut dire que... C'est pas un match européen. Non, c'est pas un match européen, il faut dire que côté parisien, on a évolué avec 5 milieux de terrain pour seulement un attaquant, Michel Ngom. Il faut dire également qu'il y a beaucoup de blessés dans cette formation, Tanasi, Toko, Rocheteau, Battenet, Janvion. Assad, pour cette rencontre, était grippé, et Luis Fernandez suspendu, et 8 malheurs n'arrivant jamais seul. Et bien Jean-Marc Pilorget, le stopper de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui a encore réalisé un bon match hier soir, a été victime cette nuit d'un accident de la route à la hauteur de Salon de Provence, et il souffre vraisemblablement d'une fracture ouverte du col du fémur, donc il sera indisponible pour un bon bout de temps en championnat. Il ne pourra pas disputer réaliser le stage à Font-Romeu avec l'équipe de France. Vous avez vu une bonne action de Laval, c'était en tout début de partie avec Thordarson. Ici c'est le Paris Saint-Germain qui se met en évidence avec Michel Ngom et finalement Couriol qui hésite, qui tergiverse et qui se fait chipper le ballon. Corner qui n'amènera pas grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions dans cette première mi-temps, quelques-unes tout de même, comme celle-ci. Ici, c'est Guillochon qui aurait peut-être mieux fait de tenter sa chance du pied gauche. Enfin, il a tenté l'extérieur du pied droit. C'est un corner. Et à la suite de celui-ci, tiré par Mustapha Daleb, tête de Zaramba et Michel Ngom qui rate ce qui semblait tout de même assez facile. Michel Ngom en grande forme actuellement, qui avait pourtant marqué 2 buts lors de la dernière journée de championnat contre Lens. C'est toujours cette remarquable équipe de Laval qui joue bien au football, des joueurs très techniques comme ici Stefanini et Séné. Mais Baratelli anticipe très bien. 0-0. Laval aurait mérité d'ouvrir la marque sur cette action. Pilorget est battu. Centre de Séné. Thordarson de l'intérieur du pied, du plat du pied. C'était superbe comme action. Mais le sort en a voulu autrement. La transversale, vous l'avez vu, a sauvé Dominique Baratelli qui était largement battu. Vous avez aperçu au bas de vos images de Falco qui a remplacé Mustapha Daleb. Une superbe occasion ici pour Michel Ngom. Au tout dernier moment, on a pu détourner en corner. Et à la mi-temps, le score est donc de 0-0. Les arrières, ils mettent maintenant leur petit grain de sel comme Baconnier, l'arrière gauche qui a légèrement trop croisé son tir, mais beaucoup de détermination, et on attaque du côté d'Aval, même si on évolue à l'extérieur. Ici c'est Thordarson qui a tenté le tout pour le tout avec une tête plongeante, et les dernières actions de cette partie seront parisiennes avec De Falco qui aurait pu glisser ce ballon à Suzic. Maintenant c'est trop tard, le petit filet. Et puis il y aura un but dans cette rencontre. Regardez, coup franc de Suzic, mais Zaramba Pascal est indiscutablement hors jeu. Le juge de touche avait raison de lever son drapeau et M. Girard a raison également d'annuler ce but. Là, ce n'est pas le même. C'est toujours Suzic, encore Zaramba, cette fois du bout du pied.
Pas de problème pour Godard. Laval, je vous l'ai dit, pratique un très très bon football, a gêné considérablement les Parisiens qui manquaient d'appui en attaque, notamment Souzic. Perrard est bien près de tromper son gardien de but Godard, mais une victoire parisienne aurait été tout à fait injuste. Il est temps pour Paris Saint-Germain, Jean Rénal, que la trêve arrive, surtout que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de blessés. Et donc voilà, Jean-Marc Pilorget, ça fait un de plus, et là c'est assez grave tout de même. Il faisait froid par des pinces hier soir? Non, ça va. C'était pour une transition simplement. Ah bon? Oui, parce que 3 rencontres ont lieu cet après-midi à Nancy, à Sochaux et à Saint-Étienne. Bon, ce sont des régions de France qui sont très belles, mais bien sûr ce n'est pas la Côte d'Azur. Alors Président, la Ligue nationale a tranché. Les matchs de football la saison prochaine auront lieu le mardi et le vendredi. Ça va pas nous arranger pour Téléfoot. Hein. Bon, je pense que ce sont les présidents de club qui assument les fins de mois et que j'ai fait un sondage et qu'à 80% les présidents de club ont souhaité jouer le mardi et le vendredi. Cela confirmait d'ailleurs un sondage que j'ai fait moi-même par la Sofres qui avait aussi eu le même résultat. Donc respectueux de la démocratie et de la volonté de mes présidents, j'ai demandé et obtenu et du Conseil fédéral et de la Commission du calendrier que le championnat 84-85 débute ce jour le mardi et le vendredi. En ce qui concerne le téléphone, il n'y a pas de problème puisque vous êtes notre antenne privilégiée. Nous entendrons certainement pour découvrir une heure ou un horaire différent. Je pense que peut-être le vendredi soir, un peu tard, après la journée de championnat, vous serez bien situé pour être à la pointe de l'actualité. Je pense que vous aurez l'occasion d'en parler avec notre rédacteur en chef, François Janin. Je pense que je le ferai, mais tout de suite. Tout de suite. Je le rencontre après l'émission. Nous passons maintenant à Auxerre-Lens avec Philippe Huy. Alors Auxerre-Lens sont 2 clubs qui doivent plaire au président Jean Sadoul, puisqu'on les cite toujours en exemple comme des clubs bien gérés, avec d'excellents entraîneurs, un peu style nouvelle vague. C'est vrai, 2 entraîneurs qui ont aussi un petit palmarès différent des autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas derrière eux une grande carrière de joueurs. Ce sont aussi 2 villes moyennes, disons, qui ont quelque chose comme 40 000 habitants à peu près, ce qui ne les empêche pas d'ailleurs d'être ambitieuses, ces 2 équipes. Reste plus maintenant qu'à voir ce match, Auxerre-Lens, un match qui s'est joué un petit peu comme une tragédie, c'est-à-dire en 3 actes. Alors, on peut donner les 3 coups. Acte 1, où le forcing d'Auxerre, 12e minute, une action menée par Le Colli, puis Boli, qui va accélérer. Un relais avec Ferreri. Pour Boli, donc, encore. Un centre de Boli pour la tête de Garande qui remet derrière. À ce moment-là, c'est Lantier qui fait un petit numéro. Une talonnade de Ferreri, un tir de Cantona. Ferreri a bien suivi. Un petit centre de Ferreri. Et à la réception, c'est Zarmac qui marque 1-0 pour Auxerre. Un beau but collectif, 8 joueurs d'Auxerre ont touché ce ballon et parmi eux toute la classe biberon bourguignonne, notamment Boli, 17 ans, qui donne la balle pour Garande. Il y a eu encore Ferreri qui a touché ce ballon, qui n'a pas 21 ans. Il y a Cantona qui vient de tirer, qui a 18 ans. Ferreri qui a bien suivi et à l'arrivée le toujours jeune Zarmac, 34 ans, et qui marque là son 12e but de la saison. 1-0 donc, balle au centre et au Lensois, mais pas pour longtemps, vous allez le voir. Les nordistes vont être contrés par Jean-Luc Charles. Voilà qui est fait, la balle arrive maintenant pour Zarmac et Lantier qui réussissent là aussi un superbe 1-2. Lantier qui démarque bien Zarmac, un tir terrible du Polonais qui passe de peu à côté. Vous le voyez, Zarmac se porte toujours très bien. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Gérard Lantier sur tous les bons coups. Il a été sur le but. Il est là aussi tout près de marquer, mais le gardien de Lens, Tempé, réussit à mettre en corner. 22e minute maintenant, une touche de Brisson pour Xereb et une nouvelle fois les défenseurs d'Auxerre vont récupérer ce ballon. Lantier fait encore un petit numéro, donne sur la droite à Cantona qui centre et une faute de Sénat qui ne tape pas assez fort pour Tempé. Et Garande a été tout près de marquer, mais Tempé donc a concédé le corner. Un corner que vous allez mal voir finalement, car sur ce tir de Lantier, il va y avoir une reprise de Garande. La balle va être renvoyée sur la ligne. Notre caméraman n'a pas cru au but et il a eu tort car Zarmac a bien suivi. Et Auxerre a marqué son 2e but donc par Zarmac, 2-0. Acte 2 maintenant, changement de décor. Les Lensois endossent le costume des attaquants et les Auxerrois celui des défenseurs. Scène 1, Lens n'a pas de chance. Un corner tiré par Brisson, une reprise de la tête de Gillot sur la transversale. 2-0,
c'est donc le score à la mi-temps. Acte 2 toujours, mais scène 2 cette fois-ci. Le héros de la pièce s'appelle Joël Batz, qui va réussir toute une série de superbes arrêts. Là, c'était sur un tir de Piette. Là, il détourne sur un tir d'Ogaza. Maintenant, c'est un centre de Tlokinski que Batz prend du bout des doigts, mais retient bien. Enfin, sur une belle ouverture pour Kravzik, vous allez le voir, cette fois-ci, Joël Batz détourne du pied. La balle donc va en corner, un corner qui ne donnera rien. Et maintenant, sur un tir de Bad, il sort, il repousse du point, Kravzik reprend, et qui est là? Eh bien, Joël Batz. Vous voyez que le gardien d'Auxerre mérite tout à fait la confiance que lui accorde Michel Hidalgo. Acte 2 toujours, scène 3 maintenant, où les malheurs de Lens. Un centre de Tlokinski, un but d'Ogaza. Mais à la surprise générale, M. Lambert refuse ce but. Et au vu du ralenti, vous allez voir, ce n'est pas évident du tout. Au moment du centre de Tlokinski, Charles couvre effectivement. Et Ogaza qui va reprendre le ballon. Et Brisson qui est un petit peu plus sur la gauche. Le but aurait dû être validé. Il est vrai aussi que sur la physionomie de la partie, il n'aurait pas été volé. Mais voilà, le score est toujours de 2-0. Acte 3 maintenant, pour finir. Et puisque Lens n'a pas su ou n'a pas pu marquer, eh bien c'est Auxerre qui va le faire à sa place. 70e minute, un centre superbe de Garand. Et à l'arrivée, une superbe reprise de Lampier. 3-0. C'est sévère, c'est sûr, mais vraiment... Quel beau but, vous allez le revoir, une combinaison Ferreri-Garand, un centre parfait, c'est-à-dire là où Tampé ne peut pas le récupérer et là où Lantier arrive comme un obus et place son pied gauche magique. 3-0, l'homme au pied gauche donc fabuleux qui réussit encore là une superbe ouverture qui va être à l'origine du 4e but à la 83e minute. Il a donné à Ferreri un centre de Ferreri et un 4e but incroyable de Garand. 4-0. Tampé n'en revient pas, vous le voyez, une superbe ouverture de 40 mètres de Lantier. Ferreri sans contrôle, qui prend de vitesse tout le monde et qui centre. Garand qui réclame le ballon. Et Garand n'est pas un ingrat, du plat du pied. Il met la balle hors de portée de Tampé. 4-0, donc c'est sévère. Mais finalement, on ne regrette pas d'avoir vu 4 buts, encore que c'est vrai, sur la physionomie de la partie, un 2-1 par exemple, ou 3-2 aurait été finalement plus logique. À propos de Lens, Président, nous avons eu des problèmes, enfin TF1 a eu des problèmes avec le député maire de Lens, M. Delélis, à l'occasion de la retransmission du match de Coupe d'Europe Lens-Anderlecht. Alors on a un peu l'impression dans le football professionnel maintenant que ce sont un peu les maires qui dirigent les clubs. Et il faut dire qu'ils payent. Hein. Je vois un article de l'équipe, là, la sonnette d'alarme, 54 millions de subventions. Alors qu'en est-il? D'abord 54 millions de subventions, ça représente les subventions des municipalités pour 57 clubs que nous avons en première et en deuxième division. Ensuite, dans les recettes qui sont effectuées et qui sont reconnues, c'est exact, 54 millions, nous devons verser au moins 30 millions de taxes qui sont prélevées sur nos recettes et qui viennent en aggravation de notre déficit. Les municipalités donnent d'une main puis reprennent de l'autre alors? Pas tout à fait, pas tout à fait. Il y en a qui sont très généreuses, il y en a qui ont réalisé bénéfices en ayant un club professionnel. Il est bien vrai qu'à Nantes, pendant des années, et pendant la période faste de Nantes, la subvention était insuffisante pour couvrir le montant des taxes. Mais nous sommes conscients aussi que sans municipalité, nous ne pourrions pas vivre. Et pour répondre à votre question, M. André Delélis, ancien ministre, n'est pas seulement maire de Lens, il est président général du club. Donc lorsqu'il s'occupe des intérêts ou de la défense des intérêts de son club, il est parfaitement dans son droit et dans son devoir. Or, la télévision, malgré toute la sympathie que j'ai pour vous, il faut bien reconnaître que vous avez des goûts de luxe, souvent avec des moyens de mendiants. Et que vous voudriez beaucoup plus que ce que nous pouvons vous apporter, et qu'en vérité, vous ne vous alignez pas sur les autres télévisions européennes qui sont beaucoup plus généreuses que vous, qui ont d'autres moyens que ce que vous avez. Merci, Président. Maintenant, nous passons au derby breton. Rennes-Nantes, alors deux clubs qui avaient mal commencé la saison, surtout Rennes bien sûr, qui maintenant se sont repris. En tout cas, ce qui fait plaisir, c'est que le football fait recette en Bretagne, il y avait 25 000 spectateurs. Absolument, vous faites bien de le rappeler, parce que même quand Rennes ne marchait pas il y a 3 matchs exactement, eh bien, il y avait toujours un public fidèle pour assister au déboire du club rennais. Alors hier soir, il y avait beaucoup de monde, effectivement, il y avait pratiquement 25 000 spectateurs pour assister à ce derby breton, un derby qui oppose un petit peu les deux frères ennemis de la Bretagne. D'un côté, Rennes, l'ancienne gloire, en rouge et noir, mais qui aspire à retrouver son lustre d'antan, et de l'autre, Nantes, l'équipe qui monte, qui monte, qui monte. En tout cas, dès le départ, les Rennais vont afficher la couleur, et sur ce corner, ils sont à 2 doigts d'ouvrir le score.
13e minute, réponse du berger à la bergère sur ce tir de Maurice, le milieu de terrain nantais en plein sur la barre transversale de Yard. 15e minute, les affaires rennaises commencent à prendre mauvaise tournure. Zajakovski se blesse. Et je viens d'avoir Jean-Vincent au téléphone. Zajakovski souffre d'un écrasement musculaire. En principe, si tout va bien, il devrait pouvoir rejouer après la trêve. Mais Zajakovski n'a pas de chance car après une longue période d'inaction due à des problèmes d'adducteurs, il avait recommencé à jouer contre Strasbourg et contre Toulon, là où justement l'équipe rennaise recommence à marcher. En tout cas, c'est Tischner qui le remplace. Entre-temps, le match s'est équilibré, mais à la 31e minute, les Rennais vont pouvoir remercier le bon Dieu, ou plutôt Marais, qui sauve sur sa ligne un tir d'Ali Lodzik. 34e minute, Tischner, qui venait de remplacer Zajakovski, se blesse lui aussi. Cheville bloquée, on doit l'évacuer sur une civière. C'est Sanson qui va prendre sa place. Et Malheur Rennais continue. Entre-temps, la fièvre monte et les accrochages se multiplient d'un côté comme de l'autre. Contre-attaque des Nantais, et vous allez voir Yard effectuer un bel arrêt. Voilà. Dans les tribunes, on n'est pas content, mais alors pas content du tout du spectacle. Et comme va nous le rappeler dans quelques instants Jean Pradinas, le score est de 0-0 à la mi-temps, un score qui vous est offert par Téléfoot. Merci. On se retrouve en deuxième période, Bossis, Maurice, et ça va aller très vite sur la droite. Regardez, suivez cette action. Maurice Amis, et boum, Poulain d'un tir du droit trompe Yard, 1-0. On joue depuis 50 minutes. Les Nantais sont contents. 53e minute, Yard va une nouvelle fois sauver les meubles sur ce tir de Maurice. Voilà, Yard est en excellente forme, il a repris confiance en lui-même. 61e minute, Bajot lance Mazur sur la droite, centre du Polonais, mais Stopira arrive un petit poil trop tard. Une minute plus tard, c'est le tournant de la rencontre. Charrier s'infiltre sur la gauche. Il est balancé par Poulain, voilà, dans la surface de réparation. C'est le pénalty dans la joie qu'on imagine. Pénalty que va tirer Yannick Stopira. Tir un peu mou que va stopper Bertrand Demanne. Mais M. Quignou décide de faire retirer ce pénalty car des joueurs nantais étaient restés à l'intérieur de la surface de réparation. Et vous savez que c'est interdit. Donc une deuxième occasion pour Rennes, qui ne fait pas plaisir aux Nantais. Ils ont tort. Regardez, cette fois c'est Bouzdira qui tire à gauche, mais là aussi Bertrand Demanne arrête. 74e minute, les Rennais attaquent. Marais, Horstmann. Et Stopira va récupérer le ballon, mais Rio le pousse. C'est un coup franc à 20-25 mètres des buts. Coup franc que, voilà, comme d'habitude, le mur n'est pas à la bonne distance. Voilà, superbe reprise de Vézir en plein dans la lucarne gauche. Et Bertrand Demanne est battu. Un partout, on joue depuis 75 minutes. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire que le score avantage l'une ou l'autre des équipes. Les Rennais attaquent. Pas encore, juste après ce signe de joie de Vézir. Et Horstmann va concéder un corner. Voilà. Corner que va tirer Amis. Voilà, et Robert reprend de la tête. Robert avait remplacé Furic. Donc 2-1, ce sera le score final. Un score qui évidemment ne fait pas l'affaire du Stade Rennais, qui était bien reparti après ces deux victoires consécutives, l'une contre Strasbourg, l'autre contre Toulon. Mais en tout cas une victoire qui fait bien l'affaire là de Nantes. Nantes qui recolle au peloton de tête et puis qui brigue de nouveau une place européenne. Tout marche bien. Tout va bien donc pour Nantes et tout va bien en tout cas dans les rapports qu'il y a entre les présidents de Nantes et de Rennes et la télévision et Téléfoot. En revanche, ce n'est pas toujours le cas avec d'autres présidents. C'est ainsi que nous comptions vous présenter aujourd'hui un reportage sur les Girondins de Bordeaux. C'était tout à fait normal, logique. Avant la trêve, Bordeaux sera seul en tête. Bordeaux qui joue cet après-midi, qui a déjà 3 points d'avance. Donc s'il gagne à Nancy, les Bordelais auront 5 points. Et M. Claude Bess, le président des Girondins de Bordeaux, n'a pas voulu que l'on fasse de la publicité pour son club. C'est curieux. Ça, c'est vous qui le dites. Mais je ne connais pas le dossier, et je ne parle jamais de sujet ou de dossier que je ne connais pas.
Mais si M. Claude Bess, qui est président responsable d'un grand club, qui est champion de France, a pris cette décision, il a dû la prendre après réflexion. Et il a dû certainement faire la balance, le bilan de votre action profitable ou non. Et s'il a refusé cette interview, je le déplore, parce que ça m'aurait permis aujourd'hui de vanter les mérites du champion de France en exercice, en puissance. Mais je lui laisse à lui la responsabilité de la décision qu'il a prise. Là, donc, effectivement, M. Claude Bess a le droit de refuser que TF1 tourne un magazine sur Bordeaux. Bon, nous passons maintenant au match Lille-Toulouse. Lille, c'est l'équipe qui descend. Toulouse, c'est l'équipe qui monte, invaincue depuis 9 matchs. Lille qui a pris qu'un point en 3 matchs. Et c'est notre grand reporter dans le Nord, Jean Crinon. Il y avait un peu plus de 6000 spectateurs, avec Ricor, le numéro 10, avec Patrick Ray, le numéro 11, et avec Titeka, que vous verrez tout à l'heure, le jeune garçon Michel Titeka, qui faisait son entrée dans l'équipe. L'arbitre est M. Lopez. Et Lille joue bien au cours de cette première mi-temps et s'offre quelques occasions comme celle-ci avec Didier Christophe qui remet au milieu, Christophe qui retire à nouveau et Bergerot, Philippe Bergerot qui met en corner. Corners qui sont tous tirés au cours de ce match par le jeune Titeka, comme celui-ci, un ballon qui n'est pas dégagé et qui va finir encore sa course en corner. Toujours Michel Titeka. Bergerot retourne dans sa cage, le ballon est dégagé et à la mi-temps, le score est toujours de 0-0. Des images de la deuxième mi-temps où les Lillois vont s'offrir d'autres occasions et où Bergerot sera sauvé par son montant sur un tir de Christophe. Une occasion encore de Titeka qui donne à Savic. Savic qui a Ricor derrière lui mais qui est fauché. Mais M. Lopez ne donne ni coup franc indirect ni pénalty. Voici une très belle occasion pour Lille. Savic garde sa balle mais sur la droite. Le ballon est dégagé et Didier Christophe reprend de voler. Et Philippe Bergerot est heureux de capter sa balle qui rebondit sur le montant. Et puis ce sera l'unique but du match que vous allez voir maintenant, marqué par Titeka qui devait sortir par la suite, mais que monsieur l'arbitre devait refuser. Je crois que le but nous a été refusé par l'arbitre et il ne me semble pas qu'il soit hors jeu. Enfin, vos caméras nous le diront plus tard. Tout à l'heure. Mais une fois de plus, on a manqué un petit peu de réussite, c'est vrai. Il fallait cette victoire pour aplanir un petit peu tous les événements de ces derniers temps. Nous avons entendu le public tout à l'heure, nous avons tenté de faire une interview avec Charles Samoy et on a compris pourquoi il était obligé de partir tellement les gens l'insultent. Il est vrai que c'est pareil pour nous lorsque nous nous trouvons sur les stades. Oui, effectivement, je crois que c'est un petit peu dur pour Charlie Samoy qui fait bien son métier. J'ai une confiance en lui. On a une saison qu'on ne réussit pas très bien, c'est vrai, mais je pense que la saison est encore longue et je pense que la deuxième partie nous sera plus favorable. On dit, mais que dit-on pas, que l'île est en crise, il y a des problèmes aussi du côté de Metz, de Brest, de Bastia, des problèmes financiers. Alors, le football professionnel n'est pas viable en France ? L'année dernière, il y a eu 17 000 faillites de sociétés commerciales en France et personne n'en parle. C'est vrai que nous traversons une crise économique, qu'il serait sot de nier que la France vit dans un climat difficile, que le football est un sport populaire, que notre clientèle habituelle est marquée par cette crise et par le chômage. Donc la situation financière est difficile, mais ce que vous devez constater, c'est que impérativement la sanction économique suit la sanction sportive, que les clubs qui sont en haut du tableau se portent très bien et que ceux qui sont en queue de tableau se portent très mal. Mais c'est un phénomène qui est national, mais qui est aussi mondial, et je crois que grâce à l'appui de nos municipalités, vous parliez tout à l'heure, grâce à une gestion plus saine, nous pourrons sortir de cette difficulté. Oui, en France, en fait, il faudrait que tous les clubs soient premiers. Mais c'est pas en France, c'est dans le monde entier. En Espagne, Italie, en Angleterre, au Brésil, les derniers sont punis parce que le public les fuit. Nous n'avons pas une clientèle. Vous dites sauf à Rennes, je suis heureux de cette intervention parce que c'est vrai qu'à Rennes nous avons un public particulier, que la Bretagne est un public amoureux du football, du beau football, et c'est vrai que Rennes nous donne un exemple, un club qui est en queue de classement et qui fait 25 000 spectateurs hier et qui bat le record de la journée. Je pense que c'est tout à l'avantage des Bretons qui soutiennent non pas leur équipe mais soutiennent le football. Marseille aussi. À Monaco, Marseille est en tête. Quand Marseille n'est pas en tête, ça va moins bien. Je réponds à Marseille que je connais mieux que d'autres. Un jour, on a fait 784 spectateurs à Marseille dans un stade de 50 000 places. Parce que Marseille était dernier. Était dernier. Bon. À Monaco, pas de problème d'argent, Frédéric Jaillant. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de spectateurs, mais c'est la société
des bains de mer, c'est-à-dire le casino qui paye. Alors j'espère que vous n'allez pas jouer toute votre paye, tout votre mois au casino pour que le football se maintienne à Monaco. Non, non, je suis allé faire un petit tour, mais je suis raisonnable. Ah bon, d'accord. Vous n'êtes pas comme moi, alors. Bien, alors c'était Monaco-Metz, hein? Oui, Monaco-Metz, oui, alors devant 1639 spectateurs, puisqu'on parlait public tout à l'heure. Monaco restait sur 2 victoires consécutives après une mauvaise série. Les Messins, de leur côté, restaient sur 4 victoires consécutives, et puis ils avaient une revanche à prendre. Au match aller, ils avaient été battus 4-0 sur leur terrain. Première action pour Monaco, un tir de Bravo, superbe, mais bon arrêt de Hétor après 20 minutes de jeu. À Monaco, la pelouse était détrempée, il pleut depuis plusieurs jours sur la Côte d'Azur. Et à la suite de ce corner, eh bien, les Monégasques vont marquer le premier but, un centre de Bellone. C'est plus ou moins confus, la défense messine commet une erreur et 1-0 pour Monaco. Donc après 20 minutes de jeu, Kroos, l'avant-centre de Monaco, ne paraît pas spécialement joyeux. Ce n'est pas lui qui a marqué, c'est en fait Sonor qui malencontreusement a dévié le ballon au fond de ses propres filets. En tout cas, Monaco mène donc par 1-0 et aurait pu prendre un avantage plus conséquent quelques instants plus tard. À la suite de cette action, Puel qui se précipite, qui reprend du pied droit, et Hétor est sauvé cette fois par son poteau. Les Messins sont plutôt timides, mais enfin ils vont quand même se créer une petite occasion ici avec Rohr qui prolonge sur le côté gauche pour Sonor, l'arrière gauche. Puis Pécou, l'ancien monégasque, qui prend le meilleur sur Simon, un centre, et Kangini au deuxième poteau ne peut reprendre de façon correcte. En tout cas, les Messins attaquent et ils se montrent plus dangereux en cette fin de première mi-temps. Ici, on joue la 45e minute. De nouveau Pécou, talonnade pour Kangini, qui a bien vu Bernad au centre, tir de Bernad et un partout juste avant la mi-temps. On revoit ce but. Il semble que le ballon passe entre les jambes de Hétori. Bernat, qui a 29 ans, est le capitaine et le plus âgé de l'équipe messine. 23 ans de moyenne d'âge. Et un partout donc à la mi-temps. Pécou, le revoici, on le retrouve en deuxième mi-temps, mais cette fois il perd le ballon au profit de Bravo. Il n'y avait pas faute. Bravo qui accélère, qui a Genghini sur sa droite. Il l'a vu, il lui passe à la limite du hors-jeu, tir de Genghini et but. 2-1 pour Monaco après 54 minutes de jeu. Là aussi on revoit l'action. C'est bien joué de la part de Genghini, le ballon tape le poteau droit et rentre. C'est le 12e but du milieu de terrain monégasque cette saison. On pense alors que Monaco va l'emporter, d'autant que les Monégasques dominent maintenant assez largement. Un centre de Bellone qui pour une fois va prendre le meilleur sur son garde du corps, le jeune Tétu. Un centre, c'est très bien joué de la part de Genghini, mais Hétor était à la parade. Et puis Metz va finalement réussir à égaliser. On retrouve Bernat sur le côté droit qui voit très bien Sonor au premier poteau. Sonor qui prolonge de la tête. Hétor sort, mais il remet en plein milieu. Et Hingsberger égalise à un quart d'heure de la fin du match. On revoit là aussi ce but. C'est pas très bien joué de la part d'Hétori. Par contre, c'est remarquablement fait de la part de Hingsberger qui avait remplacé Kangini, blessé. Et deux partout donc entre les deux équipes. Ce sera le score final et un score logique. J'ai parlé de jeu tout à l'heure du casino de Monaco. Alors à propos de jeu, on reparle, c'est un serpent de mer, je sais, des concours de pronostics. Et même un ancien ministre des Sports, M. Jean-Pierre Soisson, va, paraît-il, déposer une proposition de loi. Alors vous êtes partisan des concours de pronostics, bien sûr. Je suis partisan de façon très, très relative. Je suis philosophiquement contre tous les jeux. Mais puisque l'État, sous toutes ses formes, avant et maintenant, n'a pas les moyens de soutenir le sport en France, je pense qu'il faudrait trouver la solution qui a été adoptée par tous les pays d'Europe. De l'Union soviétique au Portugal, du Brésil au Luxembourg, en passant par la Belgique, l'Italie et l'Espagne. Il y a 2 pays au monde qui se considèrent comme les porteurs de la morale et qui ont refusé le concours de pronostic. Mais je voudrais aussi dire à ce sujet que le football n'est pas intéressé pour lui-même, ou n'est pas intéressé que pour lui-même, que nous pensons que le sport en France est maltraité et qu'il mériterait d'avoir des moyens à la mesure de ses ambitions. Or, seul le concours de pronostic peut les apporter, mais il ne les apportera pas au football. Il les apportera à toutes les disciplines, quelles qu'elles soient. Nous n'envisagerons jamais, si le concours de pronostic était créé en France, de l'organiser nous-mêmes. Nous souhaiterions qu'il soit sous l'obédience de l'État et que l'immense majorité des bénéfices récoltés soient distribués à toutes les disciplines. Le football ne gardant pour sa part que les droits qu'il peut avoir sur un calendrier qui lui appartient. Alors je crois que ce projet est en bonne voie. Je remercie M. Jean-Pierre Soisson d'en avoir eu une initiative. Nous rencontrons en ce moment tous les partis politiques, les 4 grands comme on dit, et même les non-inscrits, et nous essaierons de les convaincre de notre bonne cause
Et nous plaiderons surtout pour le sport français, la fédération et la Ligue nationale n'étant pas intéressés à la recette directe des concours de pronostic, mais parce que nous ne sommes pas complètement altruistes, je peux vous affirmer que si nous avions le concours de pronostic, nous aurions une aggravation du nombre de spectateurs. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est le Stade français le Racing qui jouait avant l'instauration du tiercé au Parc des Princes, on faisait 15 000 spectateurs de moyenne. Et à Auteuil en face, il y en avait 1500. C'est pas loin. Et puis le tiercé est intervenu, mais nos spectateurs ont quitté le Parc des Princes pour une grande part. Et on constate qu'à Auteuil maintenant, il y a 15 ou 20 000 spectateurs tous les dimanches. Je pense donc que le Français est appelé à vouloir surveiller son pari et que si nous avions un concours de pronostic, en dehors des bénéfices directs qui seraient réservés à l'ensemble des disciplines sportives en dehors du football, nous aurions aussi un impact qui nous apporterait un plus grand nombre de spectateurs, ce que je souhaite. Oui, voilà, enfin, nous verrons. En tout cas, c'est l'Assemblée nationale qui décidera. Nîmes-Strasbourg, Yves Kulfernik. Pour Nîmes, qui était dernier, c'était vraiment le match qu'il ne fallait pas perdre pour passer à un joyeux Noël, mais ça n'a pas été le cas. Oui, il n'est pas agréable de partir en vacances quand on est dernier du classement. C'est pourquoi Nîmes avait à cœur de battre Strasbourg et de laisser à un autre la peu enviable Lanterne Rouge. Renouer avec la victoire, un but commun pour deux équipes qui n'avaient pas gagné depuis de longues semaines. Les Nîmois en maillot rouge et les Strasbourgeois en bleu sont contractés en pénétrant sur le terrain. Et c'est sans doute cette tension qui est responsable du nombre incalculable de fautes qui émaille le début de la rencontre. Monsieur Vautreau distribuant 3 cartons jaunes en moins de 25 minutes. Bien emmenés par leur capitaine Nigard, les Nîmois dominent, mais c'est les Alsaciens qui se créent la première occasion, par Rouillet dont la balle ricoche sur les deux poteaux. Pour son premier match avec Nîmes, l'ex-gardien stéphanois Solignac a eu chaud. Quelques minutes plus tard, les Nîmois ne sont pas plus heureux, le défenseur Fournier voyant sa reprise de la tête échouer sur la transversale de Dropsy. Regroupés en défense, les Strasbourgeois vont commettre plusieurs erreurs qui auraient pu leur être fatales, comme ce cadeau fait à Nigard qui échoue sur Dropsy. Et des cadeaux, il y en aura d'autres, comme sur ce centre de Pérez. Suzer donne carrément le ballon à Nigard dont la reprise est déviée en corner. Les deux équipes veulent marquer avant la mi-temps et le jeu est de plus en plus débridé, mais les erreurs sont encore très nombreuses. Comme cette passe en retrait de Baconnier, une passe hasardeuse interceptée par Gemrich, dont le centre longe la ligne de but. La mi-temps intervient sur ce score de 2-0, un score qui aurait aussi bien pu être de 2-2. Si en première mi-temps il n'y a eu beaucoup d'occasions mais pas de but, la deuxième période c'est exactement l'inverse. Et c'est Strasbourg qui d'entrée prend l'avantage par Ouattara. Les supporters nîmois peuvent ranger leur drapeau, leur équipe se montrera incapable de réagir. Et c'est Strasbourg qui, fort de son avantage, sort peu à peu de sa coquille. Un excellent 1-2 de Suzer avec Nielsen. Suzer sert Gemrich sur un plateau qui n'a aucune peine à inscrire le deuxième but de son équipe. Nous en sommes à 2-2 et non à 7-0, comme semble l'indiquer le tableau du vieux stade Jean-Bouin. Mais il est dit que les Nîmois boiront le calice jusqu'à la lie, encaissant un troisième but à quelques minutes de la fin. Ouattara, encore lui, croise très bien son tir et bat Solignac. 3-0 et ça aurait même pu faire 4-0 tant Strasbourg se montre supérieur à Nîmes. Suzer va échouer d'un rien sur Solignac en fin de cette rencontre. Finalement, on en restera là. Et sur ce qu'ils ont montré hier soir, les Nîmois auront bien du mal à se maintenir en première division. Vous n'avez pas un peu mal au cœur, Jean Sadoul? Vous êtes gardois, vous êtes d'Alès, attention. Hein, entre Alès et Nîmes, ça va pas toujours très bien. Hein. Oh, dans le passé, ça n'allait pas très bien. Vieux, tout ça. Oui, c'est bien. Comme entre Montpellier et 7. Ça remonte au problème. C'est arrangé maintenant. C'est arrangé, mais je suis malheureux pour Nîmes parce qu'il avait fait un parcours l'année dernière, il était remonté en première division. Il a une mère qui
qui est président du club. J'envisageais avec le sourire la création peut-être d'un stade à Nîmes pour remplacer le vieux stade Jean Moulin. Et il est bien vrai que ce projet ne peut être maintenu ou poussé à fond que tout autant qu'à Nîmes se maintenait en première division. Et par ailleurs, comme j'ai l'avantage quelquefois de vivre dans les Cévennes, ben, il m'était agréable d'aller à Nîmes qui est très près, alors que si Nîmes descend en deuxième division, pour aller voir des matchs de première division, il faudra aller très loin. Mais j'irai parce que c'est ma passion. Et j'ai le même problème, moi qui suis héroltais, donc voisin des Gardois. J'ai connu l'époque du Football Club de Sète, du Stade Olympique Montpellier. Et maintenant, la Paillade se défend bien quand même. Enfin, ils sont en deuxième division. Ils se sont bien défendus, mais ils ont un peu de moyens. Ils ont un stade qui n'est pas vétuste, mais qui est petit. Et ils ont un président qui est dynamique. Ils ont fait un bon parcours. Ils ont un encadrement technique qui est agréable. Ils font cette année un championnat qui est honorable. Mais c'est vrai que la descente aux enfers de la deuxième division enlève une grande partie de l'attrait. Il y a beaucoup de spectateurs qui ont fui la moisson. Je le regrette. Dernière rencontre qui se jouait donc hier soir, Bastia contre Brest. The last, but not the least, comme disent les Anglais, c'est-à-dire le dernier mais pas le plus mauvais, pas le moindre. Alors on peut titrer votre commentaire Fureur à Furiani? Fureur à Furiani, et pourtant Jean Bastia, vous le saviez, était 12e, les Brestois avant-dernier, par conséquent un match apparemment qui s'annonçait sans histoire. Or pourtant cette rencontre a très mal tourné, d'abord un accident, double fracture pour le défenseur de Bastia, Jean-Louis Cazes, et puis surtout incident, les deux juges de touche, c'est le cas de le dire, ont été touchés et le match a été interrompu pendant une bonne dizaine de minutes. Pourtant, je vous l'ai dit, on s'apprêtait à vivre une soirée assez calme à Furiani. Furiani hier soir, où vous allez le constater tout de suite, ce n'était pas le grand engouement. Nous y voici, côté merguez frites, ce n'était pas la soirée, vous le constatez, des affaires. Même chose côté guichet. Et le service d'ordre se demandait bien ce qu'il y avait à surveiller. À 45 minutes ici du coup d'envoi, Furiani en mal d'atmosphère. Heureusement, lorsque les deux équipes sont sur le terrain, ce n'est pas le vide total. Bastia-Brest, deux équipes qui ont alimenté la chronique ces derniers jours. Je suis toujours démissionnaire, je m'occupe des affaires qui évoluent entre le club et les collectivités locales. J'essaie de faire pour le mieux pour que ça aboutisse et que je sois président ou pas, l'essentiel c'est que le club puisse vivre correctement. Et Tarantini à Bastia, c'est fini ou pas? Bah, écoutez, pour ce qui est des joueurs, ils se sont prononcés, c'est fini. Pour ce qui est des dirigeants, ils vont probablement le faire très bientôt. À Brest, malaise également, Henri et Pardo sont sur la touche. Le président parle de non-professionnalisme. Des joueurs merveilleux, des joueurs qui exercent la profession d'une façon formidable. Il ne faudrait pas que la profession soit ternie par certains qui, manifestement, trouvent que la vie est facile et qu'il faut en profiter immédiatement. Côté jardin, c'est Brest ici qui met le premier le nez à la fenêtre. Ouverture de Moustine, malheureusement pour les Brestois, Maroc a hésité une demi-seconde et c'est trop tard maintenant, les Bastiais se sont regroupés. Les Corses réagissent tout de suite, ils vont obtenir une série de corners, celui-là a été tiré par Martialis. Regardez le petit slalom d'Embida, le Camerounais, un bon ballon négocié de l'extérieur du pied. Une demi-heure de jeu, 0-0, rien de folichon, à part ce tir de l'ailier gauche brestois Dupraz, mais 2 minutes plus tard, malheureusement, c'est l'accident. Cazes et Bosser disputent un ballon. On a entendu un craquement, on a tout de suite compris. C'est la fracture pour le défenseur Bastiais. Il va directement en clinique. Bilan double fracture tibia péroné à 32 ans. La carrière de Jean-Louis Cazes, l'un des 3 rescapés européens de Bastia, est fortement compromise. Cet accident va désormais bien sûr peser lourdement sur l'atmosphère de la partie. C'est la mi-temps, 0-0. Nous sommes maintenant en deuxième période. Très beau travail et tir d'Embida, beau réflexe de Chaldric qui a remplacé Daniel Bernard. La partie a repris depuis 5 minutes. Corner, aussitôt interrompu, vous l'avez vu par l'arbitre monsieur Boyer. Que se passe-t-il? L'arbitre de la rencontre demande de l'aide car son juge de touche a été touché à la tête par un projectile, il saigne, on va le soigner là-bas à l'abri du côté du banc des remplaçants et des entraîneurs. Mais attention, regardez le juge de touche qui lui n'est pas blessé, qui est debout. Voyez aussi la proximité des spectateurs et boum, un coup de pied dans la figure. Les deux juges de touche sont touchés, alors pas de solution. Monsieur Boyer et ses assesseurs regagnent les vestiaires pour combien de temps? Alors que Olmeta, le gardien Bastiais et Jules Philippi, à ses côtés, font la police dans leur propre public. Vous avez pensé arrêter complètement la partie? Pas du tout, mais simplement quand mon juge de touche a été soigné sur le bord de touche par le médecin du club et que mon deuxième juge de touche a pris un coup de pied, j'ai pensé qu'il était nécessaire de rentrer au vestiaire pour les soigner tous les deux. Et j'ai prévenu les dirigeants qu'en cas de récidive, j'arrêtais définitivement le match.
10 minutes d'interruption et tout le monde va tout de suite réapparaître. C'est sans doute la solution la plus sage. C'était la solution la plus sage hier soir à Bastia. À partir de là, les Bastiais, sous l'impulsion de l'Espagnol Daniel Solsona, les Bastiais vont prendre les affaires en main. Coup franc ici à la 61e minute. C'était Orlandouchi bien posté au premier poteau. 1-0 pour Bastia. 75e minute, maintenant et tout de suite, corner de Jacques Zimaco et une superbe détente de Roger Mila, 2-0. Les carottes sont maintenant cuites après avoir été brûlées tout à l'heure à la suite de l'accident et des incidents. Traumatisés, les Bastiais, traumatisés par ces événements, vont avoir du mal à reprendre leurs esprits, mais ils réapparaissent ici à 2 minutes de la fin avec un but de Dupraz sur une passe de Pardo. Le score final donc, Jean, Bastia-Brest 2-1. Mais que se serait-il passé si l'arbitre avait arrêté complètement le match ou si Brest par hasard avait gagné à 2 minutes de la fin? On préfère ne pas répondre à cette question. Les commentaires de Jean Sadou, le président de la Ligue nationale de football, après la lecture des résultats que vous connaissez, bien sûr, 2 victoires à l'extérieur, Nantes à Rennes et Strasbourg à Nîmes. Cet après-midi à 16h, Nancy reçoit Bordeaux, le leader, qui de toute façon restera leader puisqu'il a 3 points d'avance. Sochaux reçoit Rouen et Saint-Étienne reçoit Toulon. Au classement, Bordeaux donc seul en tête avec un match en moins, 3 points d'avance sur Monaco et Nantes, 4 sur Auxerre et Paris Saint-Germain, et Toulouse, lui, a 6 points de retard sur le premier Bordeaux. Statu quo dans le bas du classement, que nous allons voir, que nous voyons même, les 3 derniers, Rennes, Brest et Nîmes ayant perdu. Une occasion à saisir pour Saint-Étienne qui reçoit Toulon cet après-midi. Alors que pensez-vous de ces incidents de Bastia, président? Ils sont déplorables à tous égards parce que si on ne peut plus jouer avec les arbitres, si on ne fait plus confiance aux arbitres, si on les frappe, il est bien évident qu'il n'y aura plus de football. On pourra peut-être un jour jouer sans dirigeant, mais il sera toujours indispensable d'avoir des joueurs, des arbitres. Je viens de voir les incidents, je les découvre après les avoir lus ce matin dans le train, dans le journal. Mais il est bien évident que la Ligue nationale va être une fois de plus saisie de ce dossier. Et que nos commissions trancheront dans le sens de la rigueur, je le crains, parce qu'on ne peut pas supporter des incidents de cette nature, de quelque forme que ce soit. Mais vous savez, la violence existe dans la société moderne, et cette violence se démontre quelquefois sur le terrain de jeu, ce que je déplore et réprouve. Et ce qu'il y a de terrible, si vous voulez, c'est que dans ces cas-là, très souvent, les présidents, enfin les dirigeants ne sont pas responsables. Vous avez vu Jules Philippi, qui est le directeur sportif, qui était venu essayer de faire la police auprès de ses propres supporters. Et ce sont eux, pourtant, ils vont être punis. Je ne connais pas la nature des projectiles qui ont été envoyés, mais enfin, il y a quand même un coup de pied au visage qui a été donné. Enfin, il a été donné par quelqu'un qui était sur le terrain, je sais ce qu'il y faisait et qui l'a donné. Et quant aux projectiles qui étaient envoyés, on ne peut pas fouiller tous les spectateurs, même lorsqu'ils sont peu nombreux, pour enlever une pierre ou un objet qu'ils ont dans la poche. Je me sens impuissant, parce que la police est impuissante, nous sommes impuissants devant ces agressions qui seront peu monnaie courante en France, mais qui, hélas, en Angleterre et en Allemagne, sévissent grandement et plus grandement que chez nous. Alors en Division 2, il n'y avait pas de championnat, il n'y a pas de championnat ce week-end, puisque les équipes de Division 2 faisaient leur entrée en Coupe de France. C'était le 6e tour. Pour l'instant, 2 seules surprises. Chasselet, oui, un club de promotion d'honneur, a éliminé Villefranche, club de Division 2, et sur le terrain de Villefranche, 3 buts partout, et Chasselet a gagné au tir au but. Plus logique que Thionville, un club de Division 3 sur son terrain, a éliminé Sedan. Là aussi, match nul, 1 but partout après prolongation, et les tirs au but ont été favorables à Thionville. Un sujet maintenant qui va vous faire plaisir, Président. L'INF Vichy, l'Institut National du Football de Vichy, vous connaissez bien sûr, c'est votre enfant. C'est mon enfant, oui. J'ai rêvé pendant de nombreuses années. Je travaillé pendant 12 ans pour convaincre les instances supérieures du football à la création de cet institut. Mais c'est vrai aussi que si j'en ai eu l'idée, je n'aurais jamais rien pu réaliser si je n'avais pas eu l'appui successif des présidents de la fédération, Jacques Georges et Fernand Sastre, qui sont attachés à ce sujet avec la même passion que moi. Et je crois que c'est parfaitement bénéfique. Et je peux dire que l'INF, l'Institut National du Football, a été à l'origine de la création des 24 centres que nous avons en France. Le français étant égoïste et ayant voulu imiter ce que nous faisions sur le plan national, l'a fait sur le plan régional, ce qui était mon but, ce qui était ma mission. Et je crois que le maréchal de France a dit un jour que la bataille de la Marne avait été gagnée, il ne savait pas par qui, mais si elle avait été perdue, il connaîtrait bien le responsable. Alors, parce que je peux dire avec une certaine fierté que l'INF est la conséquence de ma réflexion, de mon travail,
que si c'était un échec, je sais bien qu'on aurait trouvé l'auteur, mais que maintenant, parce que les enfants sont beaux, on trouve beaucoup plus le créateur qu'il en existait à l'origine. Alors Frédéric Jaillant s'est rendu à Vichy précisément pour faire un reportage sur l'Institut national du football. Oui, je vais vous donner un seul chiffre. Des joueurs professionnels qui participent au championnat de première division en ce moment, 25 sont issus de l'INF. Alors c'est cet institut que je vous propose de découvrir. L'INF Vichy est né en 1972. À l'époque, aucun club français ou presque ne disposait d'un centre de formation. C'est donc pour répondre à un besoin qu'a été créé l'Institut national du football, unité de formation intégrée à l'intérieur du Krebs de Vichy. Pierre Pibarot, décédé il y a 2 ans, en fut le premier responsable. Aujourd'hui, le directeur de l'INF, c'est Georges Huard. Assisté de Francisco Filio, André Merel, Pierre Michelin et Philippe Troussier, l'ancien entraîneur de Metz et Nancy se fait une idée bien précise de sa tâche. Bon, le but principal, c'est d'essayer de former des joueurs professionnels susceptibles d'être armés physiquement et moralement pour effectuer un nombre de matchs très important, pouvant aller entre 50 et 60 matchs par saison. Et parce que c'est primordial, permettre à ceux qui ne réussissent pas d'avoir une conversion rapide et à ceux qui ont terminé leur carrière d'avoir une reconversion intéressante. Dans l'activité glénoïde de l'omoplate, vous avez une sphère pleine dans une sphère creuse. En moyenne, les apprentis footballeurs de l'INF Vichy suivent 15 heures de cours par semaine. Maths, commerce ou dactylo sont à leur programme, un programme qui permet d'accéder au CAP des métiers du football et à certains brevets d'État, exemple le brevet d'aide moniteur d'éducation physique. Les élèves, selon leur âge, sont répartis en 3 promotions. En tout, ils sont 73. De quoi constituer plusieurs équipes qui participent à divers championnats et toujours bien classées. Des résultats pourtant obtenus avec des joueurs qui au départ ne sont pas les meilleurs. Pourquoi? Parce qu'au moment du recrutement, les plus doués sont d'abord attirés par la lumière des clubs professionnels et préfèrent alors les centres de formation à l'INF. L'INF qui doit donc se contenter du 2e choix. Oui, c'est vrai, parfois même le 3e choix. Mais nous avons l'exemple, par exemple, du jeune Thomas qui joue actuellement en première division à Lille et qui est sorti l'an dernier de l'INF. Il était pratiquement inconnu de la Fédération française de football puisqu'il évoluait lors du concours dans l'UFOLEP, en cadet UFOLEP du Pas-de-Calais. Alors vous voyez, il y a de la place un peu pour tout le monde. Il peut y avoir des bons joueurs, mais qui sont freinés par une ambiance sociale, familiale, voire régionale, peut-être défavorable à leur inclusion. Enfin, il y a un tas de facteurs qui font que l'INF doit être un complément indispensable au centre de formation et apporter sa contribution d'une manière importante à la formation des jeunes. 1 an et demi passé à l'INF de Vichy, ça t'a apporté quoi? Tout d'abord, beaucoup de travail et puis beaucoup de progrès. Parce que l'INF de Vichy est une école très dure et très intéressante à la fois, qui nous permet, moi comme beaucoup d'autres, de parvenir à une carrière professionnelle. C'est ton rêve? Oui, c'est un rêve depuis tout jeune. Ton modèle, c'est qui? C'est Jean-Luc Ettori, là, que j'ai accroché au-dessus de moi, qui est aussi un ancien élève de l'INF de Vichy. Voilà Jean, alors reste à savoir qui peut s'inscrire à l'INF et comment il faut faire. Alors pour s'inscrire à l'INF, il faut être cadet 2e année en ce moment, c'est-à-dire en gros avoir entre 15 ans et demi et 16 ans et demi. C'est le moment de réagir parce que les concours d'entrée ont lieu bientôt, début de l'année 84. Alors pour savoir comment se passent les concours et où ils se passent, eh bien il faut écrire à la ligue de sa région ou bien s'adresser directement à l'INF. Donc voici l'adresse: INF Krebs de Bellerive sur Allier 03 700, c'est le code postal. Le téléphone indicatif 70 32 47 33. Voilà, vous le savez tout, je crois. Oui, INF Vichy, donc une belle réussite du football professionnel français, mais vous n'êtes pas dans le football professionnel. C'est ainsi que Roger Rocher, qui fut l'un des plus grands présidents de club français, ancien président de Saint-Étienne, est en prison.
Moi, je pourrais faire comme on le fait dans l'océan Indien, faire une incantation et dire bon, quant à vous. Mais je suis très triste, je suis très malheureux. Au départ, c'était une affaire sportive avec un président de club qui avait créé une caisse parallèle pour échapper à l'administration des impôts, ce qui n'est pas acceptable. Et puis maintenant, j'apprends qu'il s'agit d'une affaire de droit commun. Alors là, je suis très très peiné, mais malgré tout, ça me fait la peine de le dire, mais je ne veux pas oublier ce qu'a été Saint-Étienne pour nous. Il y a 15 ans, le football traversait le désert, nous n'avions pas de spectateurs, nous n'avions pas de résultats. Et nos clubs étaient éliminés dans les groupes européennes, et puis est arrivé le phénomène vert, le phénomène de Saint-Étienne, qui a traumatisé des millions de Français. Et j'ai la sottise d'avouer que j'ai été traumatisé aussi par ce phénomène, qui a été bénéfique à l'ensemble du football national. Merci Président. Didier Roustan maintenant, les buts étrangers. Tout d'abord, championnat d'Europe des Nations. Oui, championnat d'Europe des Nations, on connaît 6 qualifiés, il en manque 2. Alors tout d'abord, le groupe 4, mercredi dernier à Cardiff, la Yougoslavie a réalisé une très bonne opération, réussissant le match nul contre le Pays de Galles, qui avait pourtant ouvert la marque ici par Robbie James, voilà, qui résiste bien à la sortie du gardien yougoslave Simovic et qui marque dans le but vide 1-0. C'était suffisant pour se qualifier. Les juges de touche n'étaient peut-être pas très clairs sur cette affaire. Robbie James était bien seul, c'est difficile à dire. Toujours est-il qu'à 10 minutes de la fin, eh bien, la Yougoslavie, alors que l'on retrouve Suzic, ici, avec le numéro 8, va égaliser grâce à Bazdarevic. Un partout, c'est-à-dire que si la Yougoslavie, mercredi prochain, 21 décembre, à Split, l'emporte contre la Bulgarie, elle sera qualifiée. En cas de match nul ou d'une victoire de la Bulgarie avec un but d'écart, c'est le Pays de Galles qui se retrouve qualifié. Et si la Bulgarie l'emporte avec au moins du but d'écart, ou plus, c'est son problème, eh bien, Bulgarie, nous la retrouverons en France au mois de juin prochain. Pays-Bas, Malte, là il s'agit du groupe 7. Vous savez que les Pays-Bas sont très bien placés. Ils marquent le premier but ici par Rijkaard. Par Vandenburg, plus exactement. Contre Malte, le match se jouait à Rotterdam hier soir. Deuxième but va être marqué par Wistekers, 2-0. Victoire logique des Pays-Bas qui ont dû tout de même attendre la dernière demi-heure pour marquer 3 autres buts que nous allons voir maintenant. Nous sommes donc en deuxième période. Fabry. Brokken. Ruimte. Hij kan dus iets bedenken. Houtman. Rijkaard, daar is hij. Voilà, Rijkaard, une première fois. Cela fait 3-0. Vous savez que dans ce groupe 7, cela se joue entre les Pays-Bas et l'Espagne. Finalement, je peux vous dire que les Pays-Bas ont battu Malte 5-0, c'est-à-dire que pour se qualifier pour la phase finale du championnat d'Europe des Nations, maintenant, eh bien, dans le dernier match, l'Espagne doit battre Malte avec 11 buts d'écart. Ça fait tout de même beaucoup. Voyons maintenant pour le plaisir les 2 derniers buts néerlandais. Le quatrième, un peu la même action que tout à l'heure. But de Houtman, que nous allons revoir au ralenti. 4-0. Houtman zelf doorgekopt op Rijkaard. En dan Houtman. Het is zijn derde doelpunt. L'excellent gardien maltais John Bonello a donc encaissé 5 buts. Le 5e, le voici. Il est marqué une nouvelle fois par Rijkaard. 5-0. Les Pays-Bas sont donc très bien placés. Avant que l'Espagne l'emporte, je vous l'ai dit, 11-0, 12-1, 13-2, etc. Et puis maintenant... Non, on n'a pas le temps de passer. Manchester United Tottenham. Sans doute ce soir dans Sport Dimanche, présenté par François Janin avec comme invité monsieur Jacques Chirac. Cet après-midi, champion avec Michel Denisot en basket, la finale du tournoi de Noël. La France rencontrera les États-Unis. Il y aura aussi comme invité Enrico Macias qui parlera bien sûr du Paris Saint-Germain avec le président Borelli et Fernandez. Je remercie maître Jean Sadoul, le président de la Ligue nationale de football, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Pour le football, c'est la trêve pendant un mois. Pour Téléfoot aussi, bien sûr. Alors, nous vous donnons rendez-vous le 15 janvier pour un prochain Téléfoot.